Le son strident du téléphone de Jack Morgan perça le silence de son penthouse. À exactement 2h17 du matin, il grogna, tendant la main à l'aveugle à travers son immense lit king-size californien pour faire taire l'intrusion. En tant que l'un des entrepreneurs technologiques les plus prospères de Boston, les appels tardifs n'avaient rien d'inhabituel. Urgence à l'entreprise, investisseurs internationaux oubliant les fuseaux horaires, ou son assistante exécutive avec des affaires urgentes. Ce qu'il était, en revanche, c'était le numéro inconnu qui illuminait son écran. « Morgan », répondit-il, la voix rauque de sommeil. Le son qui lui parvint n'était ni celui d'un associé en affaires, ni de son assistante. C'était sans équivoque les sanglots terrifiés d'un enfant. « Maman ne se réveille pas », murmura une petite voix tremblante entre deux hoquets. « J'ai tout essayé. Elle respire bizarrement. S'il vous plaît, aidez-nous. » Jack se redressa immédiatement, pleinement alerte. « Qu'est-ce que t'as là, pareil? À qui ai-je l'honneur ?»« Emma », chuchota l'enfant. « Emma Taylor, j'ai 8 ans. Maman a dit que s'il y avait une urgence et qu'elle ne pouvait pas m'aider, je devais appeler papa. Vous êtes mon papa ?» L'esprit de Jack s'emballa. Ce n'était pas son enfant. Il n'en avait aucun. C'était clairement un mauvais numéro. Une enfant désespérée qui avait composé le numéro de son père dans un moment de panique. « Non, Emma, je ne suis pas ton papa, » dit Jack doucement. « Mais je veux t'aider. Ta maman est malade? As-tu appelé le 911 ?» Les sanglots de la petite fille s'intensifièrent. « Maman a dit de ne jamais appeler le 911 sauf si elle le dit. Ils m'enlèveront si je me trompe. J'ai essayé d'appeler papa, mais c'est vous qui avez répondu. S'il vous plaît, pouvez-vous nous aider? Maman ne se réveille pas, et j'ai peur. » Jack était déjà hors du lit, enfilant un jean et un pull. Son esprit rationnel lui disait d'ordonner à l'enfant de raccrocher et d'appeler les secours. Ce n'était pas son problème. Il avait une réunion cruciale avec des investisseurs dans 5 heures. Mais quelque chose dans la voix de l'enfant, une peur brute et un espoir désespéré, perça sa réserve habituelle. « Où es-tu, Emma? Peux-tu me donner ton adresse ?» demanda-t-il en attrapant ses clés de voiture. Entre des hoquets, Emma donna une adresse à Dorchester, un quartier ouvrier à environ 20 minutes du luxueux penthouse de Jack à Back Bay. Tandis qu'il se précipitait vers son ascenseur privé, Jack garda l'enfant effrayé en ligne. « J'arrive pour t'aider, Emma. Reste au téléphone avec moi. Peux-tu déverrouiller la porte quand j'arrive? Maman dit de ne jamais ouvrir la porte aux inconnus, » répondit Emma, sa voix minuscule d'incertitude. « C'est une règle intelligente, » convint Jack en montant dans son Aston Martin dans le garage privé sous son immeuble. « Quand j'arrive, je crierai ton nom à travers la porte et tu pourras me poser des questions pour t'assurer que je suis bien la personne au téléphone. Ça te va? D'accord? » accepta Emma. « S'il vous plaît, dépêchez-vous. » La respiration de maman est bizarre. Jack enfreignit plusieurs limitations de vitesse en traversant les rues vides de Boston. La voix inquiète de l'enfant le guidant via le système Bluetooth de sa voiture. Il apprit que la mère d'Emma, Olivia Taylor, avait 32 ans, travaillait à 2 emplois et se sentait malade depuis quelques jours, mais ne pouvait pas se permettre de manquer le travail. Emma s'était réveillée assoiffée, avait trouvé sa mère inerte sur le canapé et avait tout essayé pour la réveiller avant d'appeler ce qu'elle pensait être le numéro de son père. L'adresse le mena à un immeuble d'appartements modeste avec une peinture écaillée et des portes de sécurité qui avaient connu des jours meilleurs. Jack trouva l'appartement 3B et frappa doucement. « Emma, c'est Jack Morgan, l'homme au téléphone. Je suis là pour t'aider, toi et ta maman. » Il entendit de petits pas s'approcher de la porte. « Comment je m'appelle ?» demanda une voix prudente. « Emma Taylor. »« Tu as 8 ans et ta maman s'appelle Olivia. » répondit Jack patiemment. Après un moment d'hésitation, les verrous cliquèrent et la porte s'ouvrit, révélant une petite fille aux cheveux blonds emmêlés et aux yeux bleus effrayés, serrant un ours en peluche usé. Derrière elle, Jack aperçut un petit appartement sobrement meublé et une femme affalée sur un canapé élimé, sa respiration laborieuse. Jack s'approcha d'Olivia avec précaution. Même inconsciente, il pouvait voir qu'elle était belle. Des cheveux bruns répandus sur les coussins du canapé, des traits délicats, rougis par la fièvre. Il posa une main sur son front et sentit la chaleur brûlante d'une fièvre dangereuse. « Emma, ta maman est très malade. Il faut l'emmener à l'hôpital, » dit Jack fermement, déjà en train de sortir son téléphone pour appeler une ambulance. « Non, » cria Emma en lui attrapant le bras. « Maman a dit, pas d'hôpital. On n'a pas les moyens. » La dernière fois qu'elle était malade, les factures l'ont fait pleurer pendant des semaines. Jack hésita, son doigt planant au-dessus du bouton d'appel d'urgence. Il regarda le visage rougi d'Olivia, puis l'expression terrifiée d'Emma.
Prenant une décision rapide, il rangea son téléphone et souleva doucement Olivia du canapé. Elle était alarmant légère dans ses bras. « Emma, prends le sac de ta maman et sa carte d'identité. On va l'emmener au Massachusetts General. Je connais des gens là-bas. Tout ira bien. » 15 minutes plus tard, Jack franchissait les portes des urgences avec Olivia dans les bras. Emma trottinant à ses côtés, serrant son ours en peluche et le sac de sa mère. Son nom ouvrait instantanément des portes malgré sa tenue décontractée et l'heure inhabituelle. Olivia fut rapidement admise, diagnostiquée avec une pneumonie sévère et une déshydratation dangereuse. Si vous aviez attendu jusqu'au matin, elle n'aurait peut-être pas survécu, confia le médecin à Jack en privé. Elle est épuisée, mal nourrie et a clairement forcé malgré la maladie pendant des jours. Jack hocha la tête sombrement. Pendant que le personnel médical s'occupait d'Olivia, il s'assit avec Emma dans la salle d'attente, la petite fille finissant par s'endormir contre son bras. Il observa son visage, se demandant qui était le père qu'elle avait essayé d'appeler, l'homme qui aurait dû répondre à sa place. Des heures passèrent. Jack annula ses réunions du matin par un bref texto à son assistante. Quand une infirmière vint enfin lui dire qu'Olivia était stabilisée et demandait sa fille, Jack porta la dormeuse Emma jusqu'à la chambre de sa mère. Les yeux d'Olivia Taylor s'écarquillèrent de confusion en voyant un inconnu porter son enfant. Malgré sa faiblesse, elle tenta immédiatement de se redresser, ses instincts protecteurs prenant le dessus sur sa maladie. « Qui êtes-vous? Où suis-je » demanda-t-elle, la voix rauque mais déterminée. « Maman !» Emma se réveilla et grimpa des bras de Jack sur le lit d'hôpital. « C'est Jack. J'ai essayé d'appeler papa quand tu ne te réveillais pas, mais j'ai dû me tromper de numéro. Jack est venu nous aider. » Le regard confus d'Olivia croisa celui de Jack. En quelques secondes de contact visuel, Jack vit la fierté, la peur et une farouche indépendance se disputer avec la gratitude et l'embarras. « Je suis Jack Morgan, » dit-il simplement. « Votre fille a appelé mon téléphone par erreur. Elle était très inquiète pour vous. Je suis tellement désolé, » murmura Olivia, ses joues s'empourprant davantage que par la fièvre. Emma connaît le numéro de son père pour les urgences, mais j'ai du mal composer les chiffres. Ah, termina Emma en se blottissant contre sa mère. Jack nous a aidés, maman. Il t'a porté jusqu'à sa belle voiture, nous a amenés ici et a fait en sorte que les médecins t'aident tout de suite. Olivia regarda autour d'elle, remarquant la chambre privée, les soins de premier ordre qu'elle recevait clairement. Ses yeux se plissèrent de compréhension et d'inquiétude. « Je ne peux pas me permettre ça. » me chuchota-t-elle. « C'est pris en charge, » dit Jack calmement. « Je n'accepte pas la charité, monsieur Morgan, » répondit Olivia, sa voix gagnant en force malgré son état affaibli. Jack l'observa un moment, admirant son esprit, même s'il reconnaissait l'orgueil têtu qui l'avait probablement poussé à travailler malgré une maladie qui avait failli la tuer. Considérez cela comme une faveur pour Emma. Tiens, me suggéra-t-il. Elle est très persuasive. Alors que l'aube se levait sur Boston, projetant une lumière dorée à travers la fenêtre de l'hôpital, la force d'Olivia commença à faiblir à nouveau. Le médecin insista pour qu'elle se repose. Jack se prépara à partir, ayant rempli son rôle inattendu de bon samaritain, mais s'arrêta à la porte. « Je devrais y aller. Vous devez vous reposer et j'ai... » commença-t-il. « Restez, » murmura Olivia, se surprenant autant que lui. « Juste un peu. Emma vous fait confiance, et j'aimerais remercier correctement l'homme qui m'a sauvé la vie. » Leurs regards se croisèrent à travers la pièce, et quelque chose d'inattendu passa entre eux. Une connexion qu'aucun n'avait anticipée, forgée dans le creuset d'un mauvais numéro et d'une nuit de crise. Contre toutes les habitudes de sa vie soigneusement contrôlée, Jack se retrouva à retourner vers le lit d'hôpital et à prendre la chaise à côté. « Je reste, » dit-il simplement. 3 jours après cette nuit fatidique, Olivia Taylor quitta le Massachusetts General Hospital avec des ordres stricts de se reposer pendant au moins 2 semaines. Jack Morgan avait rendu visite tous les jours, apportant des fleurs joyeuses pour égayer la chambre stérile et des livres adaptés à l'âge d'Emma, qui s'était attachée à lui avec l'affection sans complication que les enfants réservent parfois aux adultes entrés dans leur vie en moment de crise. Au cours de ces brèves visites à l'hôpital, Jack et Olivia avaient échangé les bases de leur vie. Son ascension fulgurante depuis des origines modestes dans le Connecticut jusqu'à la fondation de Monetize Now, une plateforme de traitement des paiements valant désormais des milliards. Sa lutte en tant que mère célibataire travaillant comme assistante, administrative le jour et représentante du service, client à distance la nuit pour joindre les deux
Boo après que son ex-mari Scott les eut abandonnés 2 ans plus tôt. Ce que Jack ne lui avait pas dit, c'était qu'il avait chargé son détective privé de retrouver la trace de Scott Taylor, troublé par l'incapacité d'Emma à joindre son père en cas d'urgence. Le rapport préliminaire de l'enquêteur, arrivé dans les courriels de Jack ce matin-là, révélait que Scott Taylor s'était remarié 6 mois plus tôt et avait déménagé à Seattle avec sa nouvelle épouse, changeant de numéro de téléphone sans en informer sa fille. Debout dans le modeste appartement d'Olivia, Jack observa l'espace avec un regard neuf. Ce qui lui avait semblé simplement spartiate dans la panique de cette première nuit se révélait désormais comme un foyer entretenu avec un soin méticuleux, malgré des ressources limitées. Les meubles étaient usés, mais impeccablement propres. Les photos de famille soigneusement disposées, et les dessins d'Emma fièrement exposés. Un petit bureau dans le coin contenait des piles de paperasses et de factures, avec des avis de retard que Olivia avait hâtivement tenté de cacher à leur arrivée. « Vous n'avez vraiment pas à rester », dit Olivia en s'installant prudemment sur le canapé où Jack l'avait trouvée inconsciente quelques jours plus tôt. « Nous vous avons assez imposé. »« Ce n'est pas une imposition », répondit Jack en posant les sacs d'épicerie qu'il avait apportés. Il avait remarqué le réfrigérateur presque vide lors de leur première rencontre. « Emma me montre sa collection de pierres dans sa chambre, et je lui ai promis de faire mes célèbres pancakes pour le dîner. »« Des pancakes pour le dîner ?» Olivia haussa un sourcil, un petit sourire jouant sur ses lèvres malgré son malaise évident à accepter de l'aide. « Le petit déjeuner pour le dîner est une tradition séculaire, » insista Jack avec une gravité feinte. « D'ailleurs, les pancakes sont littéralement la seule chose que je peux cuisiner sans déclencher les détecteurs de fumée. » Cela lui valut un rire sincère, suivi immédiatement par une grimace de douleur alors que ses poumons en voie de guérison protestaient. Doucement, avertit Jack en allant lui verser un verre d'eau. Leurs doigts se frôlèrent lorsqu'il le lui tendit, et tous deux firent semblant de ne pas remarquer le petit frisson qui passa entre eux. Tandis que Jack s'affairait dans la cuisine, Olivia l'observa avec une curiosité non dissimulée. Dans son jean décontracté et son Henley, il ne ressemblait en rien au titan des affaires dont le visage apparaissait parfois dans la presse financière. Ici, dans sa modeste cuisine, en train de trier des ustensiles dépareillés et de fredonner faux, il semblait presque ordinaire, si l'on pouvait ignorer sa montre de créateur et cette assurance incontestable qui vient de ne jamais avoir à se soucier d'argent. « Pourquoi êtes-vous vraiment là, Jack ?» demanda soudain Olivia. « Ne vous méprenez pas, je suis reconnaissante pour tout ce que vous avez fait, mais les hommes comme vous ne passent généralement pas leur temps libre à aider des inconnus, surtout pas des inconnus de ce quartier. » Jack s'arrêta, un saladier à la main. La question méritait de l'honnêteté. « Je suis encore en train de le comprendre moi-même, » admit-il. Quelque chose dans cette nuit-là, la voix d'Emma au téléphone. « Vous trouvez si malade ?» Ça m'a bouleversé. Ça m'a fait réaliser à quel point je me suis isolé dans mon propre monde. Il posa le saladier et s'appuya contre le comptoir. J'ai 1 millier de contacts dans mon téléphone, mais à 2 heures du matin, aucun d'eux n'aurait fait ce que j'ai fait pour une enfant qu'il ne connaissait pas. Qu'est-ce que ça dit de la vie que j'ai construite ? L'expression d'Olivia s'adoucit. Ça dit que vous étiez exactement le mauvais numéro qu'il fallait cette nuit-là. Leur conversation fut interrompue par Emma qui bondit dans la pièce, les mains pleines de pierres colorées, qu'elle insista pour que Jack examine immédiatement. La soirée se déroula avec une facilité surprenante. Dîner de pancakes, les récits animés d'Emma sur l'école, et le relâchement progressif d'Olivia alors qu'elle acceptait que la présence de Jack n'impliquait aucune contrepartie. Une fois Emma bordée dans son lit, Jack et Olivia s'installèrent à la petite table de cuisine avec des tasses de thé. Dans l'intimité tranquille de l'appartement, Jack se surprit à partager des choses qu'il évoquait rarement. Son enfance, avec des parents qui valorisaient la réussite plus que le bonheur. La solitude du succès, ses questionnements récents sur le sens de tout cela. « J'ai tout ce que je pensais vouloir », confessa-t-il. « Et la plupart des jours, je ne ressens rien du tout. Je n'arrive pas à imaginer avoir tout et être quand même malheureux. » « Si, dit Olivia sans jugement. Mais je suppose que nous sommes tous piégés dans nos propres schémas. Quel est le vôtre ? Demanda Jack. Olivia suivit du doigt le bord de sa tasse, réfléchissant. L'orgueil, finit-elle par dire. Je suis tellement déterminée à m'en sortir seule que je refuse l'aide même quand j'en ai désespérément besoin. Ça a failli me tuer la semaine dernière. L'honnêteté entre eux était aussi inattendue que rafraîchissante. Quand Jack partit ce soir-là, quelque chose avait changé entre eux. Les prémices d'une amitié
qui défiaient leur monde différent. Au cours des 2 semaines suivantes, pendant qu'Olivia retrouvait ses forces, Jack devint une présence régulière dans leur vie. Il organisa des livraisons d'épicerie, aida Emma avec ses devoirs de maths et négocia même avec les employeurs d'Olivia pour s'assurer que ses emplois l'attendraient à son retour. Chaque visite approfondissait leurs liens. Malgré les protestations occasionnelles d'Olivia sur la charité, « Nous sommes amis ?» demanda-t-elle un soir, alors qu'ils lavèrent la vaisselle côte à côte après le dîner. Emma absorbée par un nouveau livre dans le salon. « J'aimerais le penser », répondit Jack, leurs regards se croisant. Le moment s'étira entre eux, chargé de possibilités inexprimées. La sonnerie du téléphone de Jack brisa l'instant. En consultant l'écran, son expression s'assombrit. « Il faut que je prenne ça. C'est le bureau de Tokyo. » Pendant que Jack sortait pour prendre l'appel, Olivia termina la vaisselle, l'esprit en ébullition. Elle luttait contre son attirance croissante pour Jack, se répétant que ce n'était que de la gratitude ou l'attrait de sa générosité envers Emma. Mais dans des moments calmes comme celui-ci, elle ne pouvait plus nier le lien qui se construisait entre eux, ni son impossibilité à mener quelque part. Ils venaient de mondes différents. La vie de Jack, faite de conseils d'administration et de finances globales, n'avait pas de place pour une mère célibataire en difficulté, avec des factures médicales qui s'accumulaient. Quoi que ce soit entre eux, ça avait une date d'expiration. Quand Jack revint, son expression était préoccupée. « Je dois partir pour Tokyo demain. Il y a un problème avec notre expansion asiatique qui nécessite mon attention personnelle. »« Bien sûr, » dit Olivia en essayant de paraître détachée. « Nous avons déjà monopolisé assez de votre temps. Emma et moi, nous nous débrouillerons. » Jack scruta son visage, sentant les murs se relever. « Ce n'est pas un adieu, Olivia. Juste un voyage d'affaires. Je serai de retour dans 1 semaine. » Olivia hocha la tête, se méfiant de sa voix. Elle avait entendu des promesses auparavant de la part de Scott. Juste un week-end entre mecs, juste un dîner d'affaires, juste une dernière chance. Tous des préludes à la déception. « Je veux vous montrer quelque chose avant de partir. » « Ah » me dit Jack en sortant son téléphone. « Je ne savais pas quand vous le dire, mais... » Il hésita. « J'ai demandé à mon équipe de retrouver la trace de Scott. Emma mérite de pouvoir joindre son père. » Olivia se raidit. « Vous avez enquêté sur mon ex-mari sans m'en parler. »« J'étais inquiet pour Emma, » expliqua Jack. « Un enfant devrait pouvoir joindre son père en cas d'urgence. »« Ce n'était pas à vous de décider, » dit Olivia, la voix refroidie. « Ma relation avec Scott, aussi compliquée soit-elle, n'est pas quelque chose que vous devez gérer ou réparer. » Jack réalisa trop tard son erreur. Dans son monde, les problèmes étaient identifiés et résolus efficacement. Mais les relations humaines n'étaient pas des contrats d'affaires, et la vie d'Olivia n'était pas un projet à optimiser. « Vous avez raison, » concéda-t-il. « J'ai dépassé les bornes. Je suis désolé. » La chaleur facile entre eux s'était évaporée, remplacée par une tension gênante. Tandis que Jack se préparait à partir, Olivia se tenait près de la porte, les bras croisés protectivement sur sa poitrine. « Bon voyage à Tokyo, » Anne dit-elle formellement. « Merci encore pour tout ce que vous avez fait pour nous. » Jack perçut le rejet dans ses mots. « Olivia, ne faites pas ça. Ne me repoussez pas parce que j'ai commis une erreur. »« Je ne vous repousse pas, » dit-elle calmement. « Je suis juste réaliste. Vous avez une vie à reprendre, Jack. Une vie qui n'a rien à voir avec nous. » Il voulait argumenter, briser les barrières qu'elle reconstruisait. Mais Emma apparut dans le couloir, se frottant les yeux ensommeillés. « Tu t'en vas, Jack ?» demanda-t-elle, la déception évidente dans sa voix. « Juste pour un petit moment, ma grande, » répondit-il en s'agenouillant à son niveau. « Je dois aller au Japon pour le travail. »« Tu me rapporteras quelque chose avec Hello Kitty ?» demanda Emma avec espoir. « Absolument, » promit Jack, le cœur serré par la facilité avec laquelle cet enfant avait trouvé une place dans sa vie. En franchissant le seuil, la voix d'Olivia l'arrêta. « Jack, » dit-elle doucement, « nous nous en sortirons. Vous ne nous devez rien. » Les mots sonnaient comme une porte qui se ferme. Jack voulait se retourner, lui faire comprendre que sa présence dans leur vie n'avait rien à voir avec une obligation et tout à voir avec la joie inattendue qu'il y avait trouvée. Mais l'expression d'Olivia était résolue, et il reconnaissait l'orgueil qui le frustrait autant qu'il l'impressionnait. « Au revoir, Olivia », dit-il à la place, les mots plus définitifs qu'il ne l'aurait voulu. Aucun des deux ne se doutait que des forces hors de leur contrôle étaient déjà en mouvement, des forces qui allèrent bientôt mettre à l'épreuve tout ce qu'ils pensaient savoir sur la confiance, le pardon
et les chemins inattendus qui mènent à l'amour. Tokyo, en octobre, était un tourbillon de néons, de réunions marathons et de nuits blanches pour Jack Morgan. Ce qui aurait dû être un voyage d'une semaine pour apaiser des inquiétudes de partenariat s'était transformé en négociations complexes qui exigeaient toute son attention. Malgré les 16 heures de décalage horaire, Jack se surprenait à consulter son téléphone à des heures indues, rédigeant des messages à Olivia et Emma pour finalement les supprimer sans les envoyer. L'orgueil et l'incertitude l'empêchèrent de tendre la main. Leur dernière conversation avait laissé un poids dans sa poitrine qu'aucun succès professionnel ne pouvait soulager. Pour la première fois depuis des années, conclure un accord à plusieurs milliards de dollars lui semblait creux, comparé à la joie simple de faire des pancakes dans une petite cuisine pendant qu'Emma parlait de sa journée. Pendant ce temps, à Boston, Olivia avait repris le travail contre l'avis de son médecin, incapable de se permettre plus de congés sans solde. La pneumonie l'avait affaiblie, et jonglait entre son emploi de jour, son travail à distance, le soir et les soins à Emma épuisaient l'énergie qu'elle avait péniblement retrouvée. Les factures de l'hôpital avaient recommencé à arriver. Malgré les assurances de Jack que tout était pris en charge, les relevés d'assurance montraient des milliers de dollars de responsabilités restantes pour la patiente. Olivia fixait la dernière facture, les chiffres dansant devant ses yeux épuisés. Même avec des plans de paiement, il n'y avait aucun moyen de faire fonctionner cela avec le loyer, les factures et les besoins de base d'Emma. La réalité financière était écrasante. Mais c'était le silence de Jack qui laissait une douleur inattendue. Elle l'avait repoussé, se préparant à sa disparition inévitable de leur vie. Les hommes comme Jack Morgan ne s'installaient et pas avec des femmes aux meubles d'occasion et aux cartes de crédit au maximum. Pourtant, une petite partie d'elle, stupide, avait espéré qu'il se révélerait différent, qu'il appellerait, enverrait un message ou apparaîtrait à leur porte avec son sourire facile et son intérêt sincère pour la collection de pierres d'Emma. « Maman, est-ce que Jack reviendra un jour ?» demanda Emma un soir pendant qu'Olivia l'abordait. La question flotta dans l'air, lourde d'espoir enfantin et de complexité adulte. « Il est très occupé avec son entreprise, ma chérie, » répondit prudemment Olivia. « Les gens importants comme Jack ont de grandes responsabilités. Mais il a promis de me rapporter quelque chose avec Hello Kitty du Japon, » insista Emma. « Et il tient toujours ses promesses. » Olivia lissa les cheveux d'Emma, choisissant ses mots avec soin. « Parfois, les adultes font des promesses avec de bonnes intentions, mais la vie devient compliquée. Ça ne veut pas dire qu'ils sont mauvais. Papa disait ça aussi, » observa Emma avec la clarté dévastatrice des enfants. Avant d'arrêter de venir me voir. La comparaison avec Scott piqua. « Essaie de dormir, » murmura Olivia en embrassant le front d'Emma, avant de se retirer dans le salon où l'attendaient factures et soucis. 2 semaines après le départ de Jack, alors que les négociations à Tokyo s'éternisaient, Olivia reçut une lettre recommandée qui changea tout. Elle provenait du Massachusetts General Hospital, l'informant que l'intégralité de sa facture médicale avait été réglée par un donateur anonyme. Le même jour, le buzzer de l'appartement retentit, révélant un livreur avec un grand carton adressé à Emma, posté de Tokyo et contenant une maison de poupées Hello Kitty élaborée. Pas de mots, pas de message, juste la preuve silencieuse que Jack pensait encore à elle. Olivia se tenait dans son salon, observant le ravissement d'Emma face à ce cadeau inattendu. Ses propres émotions formaient un enchevêtrement compliqué, de gratitude, de soulagement et d'une confusion renouvelée à propos de cet homme riche qui avait fait irruption dans leur vie. Cette nuit-là, une fois Emma endormie, Olivia envoya enfin un texto à Jack. « Merci pour le cadeau d'Emma et pour la facture d'hôpital. Vous n'étiez pas obligé. » Sa réponse arriva presque immédiatement, malgré le décalage horaire. Les deux étaient largement dus. « Comment vous sentez-vous » Une question si simple, qui pourtant ouvrit les vannes. Bientôt, ils s'envoyaient des textos régulièrement, reconstruisant leurs liens à travers des milliers de kilomètres. Jack partageait les frustrations de ses négociations tandis qu'Olivia confessait ses difficultés à concilier travail et convalescence. La distance rendait paradoxalement l'honnêteté plus facile, leur permettant d'exprimer des sentiments qu'ils auraient peut-être cachés face à face. 3 jours plus tard, Jack appela avec une nouvelle inattendue. « L'accord de Tokyo est enfin conclu, mais je pars pour Londres ensuite, pas Boston.
Le Conseil s'inquiète de notre expansion européenne après le Brexit, et je dois rassurer nos partenaires britanniques en personne. Olivia ignora la pointe de déception. Ça semble important. Emma sera déçue pourtant. Elle raconte à tout le monde à l'école son amie qui voyage dans le monde entier. « Passez-la-moi » demanda Jack. Quand la voix excitée d'Emma retentit, il lui fit une promesse solennelle. « Je ne reviendrai peut-être pas aussi vite que prévu, mais je t'appellerai en vidéo tous les 2 jours pour entendre parler de l'école et voir comment grandit ta collection de pierres. » « Marché conclu, accepta Emma avec enthousiasme. Fidèle à sa parole, Jack commença les appels vidéo réguliers. Ce qui débuta comme de brefs check-in évolua en dîner virtuel, Jack posant son téléphone sur le bureau de sa chambre d'hôtel à Londres pendant qu'Emma et Olivia mangeaient à leur table de cuisine. Malgré la distance physique, ils s'intégraient plus que jamais dans leur quotidien. Lors d'un de ces appels, après qu'Emma fut partie montrer à Jack son dernier projet artistique en vidéo, Olivia confessa ses inquiétudes financières croissantes. « Le congé maladie m'a mise en retard sur tout. Je prends des services le week-end dans un café du coin pour rattraper le loyer, mais ce n'est pas assez. » L'expression de Jack se durcit d'inquiétude. « Laissez-moi vous aider, Olivia. Pas comme de la charité, comme un prêt si ça vous met plus à l'aise. » « Les prêts entre amis finissent rarement bien, » dit Olivia en secouant la tête. « Je m'en sortirai. Comme toujours. » La conversation dévia vers des sujets plus légers quand Emma revint, mais Jack ne parvint pas à chasser son inquiétude. Après leur appel, il passa un autre coup de fil à sa directrice des ressources humaines basée à Boston, mettant en route un plan qu'il espérait utile sans blesser l'orgueil d'Olivia. 2 jours plus tard, Olivia reçut un courriel du service RH de Monetize Now. L'entreprise étendait son équipe de support client et cherchait des télétravailleurs expérimentés capables de gérer des problèmes complexes. Le poste offrait bien plus que son emploi du soir actuel, avec avantages et horaires flexibles. Le courriel citait son expérience dans son entreprise actuelle comme raison de leur intérêt. Olivia fixait l'écran, suspicion et espoir se disputant en elle. Ça portait clairement l'empreinte de Jack. Pourtant, le poste était réel, l'entreprise légitime et le travail dans ses compétences. Après une nuit blanche à peser orgueil contre pragmatisme, elle postula, passa les entretiens et obtint le poste. Lors de leur prochain appel vidéo, elle confronta Jack directement. « C'est vous qui avez arrangé cette offre d'emploi. De votre entreprise. » Jack eut la grâce de paraître légèrement gêné. « J'ai demandé au RH de contacter des candidats qualifiés. Votre expérience vous rendait parfaite. La décision de vous embaucher était la leur, pas la mienne. Donc ce n'est pas de la charité, insista Olivia. C'est du business, répondit Jack. Nous avons besoin de bonnes personnes et vous avez besoin d'un emploi qui valorise vos compétences à leur juste mesure. Le fait que ça aide quelqu'un à qui je tiens est un bonus. La phrase « quelqu'un à qui je tiens » resta suspendue. Entre eux, aucun des deux ne voulant en examiner les implications de trop près. Tandis qu'octobre fondait en novembre, les affaires européennes de Jack s'étendirent avec des escales à Francfort, Paris et Madrid. La distance devint presque normale, leur relation existant dans l'espace entre fuseaux horaires et obligations. Bien que Jack ne l'ait jamais dit explicitement, Olivia sentait sa réticence à retrouver la vie isolée qu'ils menaient avant de les rencontrer. Dans leurs appels vidéo, ils semblaient plus animés en discutant des projets scolaires d'Emma que de ses accords à plusieurs millions. Puis vint l'appel qui changea tout. Il était minuit passé à Boston quand le téléphone d'Olivia sonna. Répondant d'une voix ensommeillée, elle fut surprise d'entendre la voix de Scott, son ex-mari, le père d'Emma, qui n'avait quasiment plus donné signe de vie depuis des mois. « Olivia, Dieu merci, tu réponds, » dit Scott, la voix tendue de ce qui ressemblait à de la panique. « J'ai besoin de ton aide. Je suis dans de sales draps. » Complètement réveillée, Olivia se redressa dans son lit. « Quel genre de drap, Scott ? Des ennuis financiers, mauvais investissements, des dettes que je n'ai pas pu honorer. J'ai emprunté à des gens à qui il ne fallait pas. » Avoua-t-il. « Ils me menacent, Olivia. Et ma femme est partie la semaine dernière quand elle a su. Je suis désolé pour toi, » dit prudemment Olivia. « Mais je ne vois pas en quoi je peux t'aider. Je m'en sors à peine moi-même. »« Ce n'est pas ce que j'entends, » répliqua Scott, son ton changeant. « On dit que tu es proche de Jack Morgan ces temps-ci. »« Le Jack Morgan !» Olivia se figea. « Comment sais-tu pour Jack ?»« Emma m'en a parlé quand je l'ai appelé la semaine dernière. »
dit Scott. J'ai fait quelques recherches. Belle prise, Liv. Un fondateur tech milliardaire qui se commet avec mon ex-femme. Ça doit être sympa. La mention désinvolte d'un appel à Emma, chose qu'il n'avait pas faite depuis des mois, combinée à ses insinuations sur Jack, fit monter la colère en Olivia. « Qu'est-ce que tu veux, Scott ? Juste un petit prêt temporaire. 100 000 $ résoudrait tout, dit Scott comme s'il demandait de la monnaie. Tu peux l'obtenir de ton riche petit ami. Considère ça comme un rattrapage de pension alimentaire. Tu es incroyable, souffla Olivia. Jack n'est pas mon petit ami, et même s'il l'était, je ne lui demanderai jamais d'argent pour te sortir du pétrin. La voix de Scott se durcit. Réfléchis-y, Olivia. Emma a besoin de son père dans sa vie, pas d'un riche inconnu qui joue à la famille. Ce serait dommage si Morgan apprenait certaines de tes anciennes indiscrétions. Je parie qu'il ne sait pas tout sur toi, hein ? La menace plana, ressuscitant des souvenirs qu'Olivia avait désespérément tenté d'enfouir avant Emma, avant le mariage avec Scott. Il y avait eu une période plus sombre, mauvaise décision, une condamnation pour délit mineur dans sa jeunesse troublée, qu'elle avait réussi à faire effacer, mais que Scott connaissait dans les moindres détails. « Tu me menaces ?» demanda Olivia, la voix à peine audible. « Je ne fais que pointer la réalité. » répondit Scott avec aisance. « J'ai besoin d'argent. Tu y as accès. Solution facile pour tout le monde. » Après avoir raccroché avec une réponse évasive, Olivia resta assise dans l'obscurité de sa chambre, l'esprit en ébullition. La réapparition inattendue de Scott et ses menaces compliquaient tout. Si Jack apprenait son passé, le vol à l'étalage à 19 ans, les 60 jours en prison de comté, cela changerait-il son regard sur elle? Mettrait-il en péril son nouveau poste dans son entreprise? Plus important encore, comment sa vie s'était-elle tellement entremêlée à celle de Jack que son ex-mari le voyait comme une source de secours financier? Les frontières entre gratitude, amitié et sentiments plus profonds s'étaient embrouillées au-delà de toute reconnaissance. Le lendemain matin, Olivia attendit qu'Emma parte à l'école avant de prendre une décision. Elle gérerait cela seule, sans impliquer Jack. Elle avait des économies, pas beaucoup, mais assez pour offrir quelque chose à Scott afin de le tenir à distance jusqu'à une solution plus durable. L'idée de perdre son nouvel emploi ou de voir la déception dans les yeux de Jack était insupportable. Ce qu'Olivia ignorait, c'est que Scott avait déjà passé un autre appel immédiatement après leur conversation, au numéro privé de Jack Morgan, qu'il avait obtenu par des moyens peu légaux. Et Jack, encore à Madrid mais désormais prévu pour rentrer à Boston dans les jours suivants, montait dans son jet privé avec de nouvelles informations sur Scott Taylor et sur la femme dont le mauvais numéro avait changé la trajectoire de sa vie soigneusement ordonnée. Le jeu allait changer et aucun des joueurs ne comprenait pleinement les enjeux. Le jet privé de Jack Morgan atterrit à l'aéroport international de Boston Logan sous un ciel gris menaçant qui reflétait son humeur. L'appel de Scott Taylor l'avait ébranlé plus qu'il ne voulait l'admettre. La tentative transparente d'extorsion de l'homme, révélant les anciens problèmes judiciaires d'Olivia tout en exigeant de l'argent pour se taire, avait réveillé en Jack un instinct protecteur qu'il ignorait posséder. Plutôt que de répondre aux menaces de Scott, Jack avait ordonné à son chef de la sécurité de compiler un dossier complet sur Scott Taylor. Les résultats dressaient un tableau inquiétant. Dettes de jeu, entreprises ratées et un historique d'utilisation d'Emma comme levier contre Olivia. Le plus préoccupant était la preuve que Scott surveillait les activités d'Olivia via une connaissance commune, traquant ses relations et sa situation financière comme un prédateur guettant une opportunité. Tandis que son chauffeur naviguait les rues glissantes de pluie de Boston vers son penthouse, Jack pesait sa prochaine action. Le choix éthique serait de tout dire à Olivia immédiatement. L'appel de Scott, l'enquête, tout. Mais une part plus impitoyable de lui, le stratège d'affaires qui avait bâti un empire financier, se demandait si régler Scott discrètement ne épargnerait pas à Olivia une douleur inutile. La décision fut prise pour lui quand son téléphone vibra d'un texto d'Olivia. « Besoin de vous parler d'urgence. On peut se voir ce soir ?» Jack redirigea son chauffeur vers Dorchester sans hésiter. Quand Olivia ouvrit la porte de son appartement, la tension des dernières 24 heures était visible dans les ombres sous ses yeux et la crispation de ses épaules. Emma dormait déjà, l'appartement calme, hormis le doux crépitement de la pluie contre les fenêtres. « Vous êtes de retour », dit Olivia, la surprise chassant brièvement l'inquiétude. « Je vous croyais encore en Europe. J'ai terminé plus tôt », y répondit simplement Jack en la suivant dans le salon. L'espace familier, qui lui avait autrefois paru si étranger, lui semblait désormais plus comme un foyer que son penthouse stérile.
Votre message semblait urgent. Olivia lui fit signe de s'asseoir, puis arpenta nerveusement la pièce avant de le rejoindre sur le canapé. « Il faut que je vous dise quelque chose que j'aurais dû vous dire il y a des semaines. » Jack attendit, lui laissant l'espace de trouver ses mots. « Avant de rencontrer Scott, avant Emma, j'étais dans une mauvaise passe. » Il commença Olivia, la voix stable malgré son malaise évident. « J'avais 19 ans, je travaillais au salaire minimum, je n'arrivais pas à payer le loyer. J'ai pris une décision stupide et volé à l'étalage dans un grand magasin, des articles chers que je comptais revendre. Je me suis fait prendre, accusé d'un délit mineur, et j'ai passé 60 jours en prison de comté. » Elle marqua une pause, guettant sa réaction. « J'ai fait effacer le casier des années plus tard, mais c'est arrivé. Je n'en suis pas fier, mais c'est une partie de qui je suis, une partie du chemin qui m'a mené à Emma et à une vie meilleure. » Jack écouta sans l'interrompre, l'expression soigneusement neutre. Quand elle eut fini, il demanda doucement « Pourquoi me le dire maintenant, Olivia ?» La directivité de la question l'a pris au dépourvu. « Parce que je tiens à votre amitié, parce que je travaille pour votre entreprise maintenant, parce que je ne veux pas de secret entre nous. » « C'est la seule raison ?» insista Jack, son intuition lui disant qu'il y avait plus. Olivia détourna le regard, sa résolution vacillant. « Scott a appelé hier soir. Il a des problèmes financiers et pense que je peux obtenir de l'argent de vous. Il a menacé de vous parler de mon passé si je ne l'aidais pas. » La compréhension illumina le visage de Jack. « Donc vous me le dites d'abord pour lui enlever son levier. »« Oui, » admit Olivia. « Je suis désolé. J'aurais dû vous parler de mon casier quand vous m'avez proposé le poste. » Jack se pencha en avant, réduisant la distance entre eux. « Olivia, regardez-moi. » Quand elle croisa son regard, il poursuivit doucement. « Je savais déjà. »« Quoi ?» murmura Olivia, la confusion remplaçant la culpabilité. « Après cette première nuit, quand Emma a appelé et que je vous ai trouvé si malade, je vous ai fait vérifier. » expliqua Jack. « Protocole standard quand je m'implique. Quand j'aide quelqu'un. » Le rapport incluait votre casier effacé. Olivia se leva d'un bond, la colère traversant son visage. « Vous m'avez fait enquêter sans me le dire, exactement comme avec Scott. »« Oui, » admit Jack sans remords. « C'est ce que je fais, Olivia. J'évalue les risques, je collecte des informations, je protège mes intérêts. C'est donc ça que nous sommes pour vous, des intérêts à protéger ?» demanda-t-elle, la douleur évidente sous sa colère. Jack passa une main dans ses cheveux, frustré. « Ce n'est pas ce que je voulais dire. Écoutez, Scott m'a appelé aussi. Hier, même histoire, même menace. » Cette révélation stoppa net Olivia. « Il vous a appelé directement. Comment a-t-il eu votre numéro ? » « Ce n'est pas important pour l'instant, » dit Jack en se levant pour lui faire face. « Ce qui compte, c'est qu'il essaie de nous manipuler tous les deux. Et je ne le laisserai pas vous faire du mal, ni à vous, ni à Emma. Donc vous allez juste jeter de l'argent sur le problème. » défia Olivia. « Le payer et faire disparaître le souci. Ce n'est pas une solution, Jack, c'est un pansement. Je n'ai jamais parlé de le payer. » Bon, répondit Jack. « Il y a d'autres façons de gérer les hommes comme Scott. » Quelque chose dans son ton alarma Olivia. « Qu'est-ce que ça veut dire exactement ?» Jack s'approcha, son expression s'adoucissant. « Ça veut dire que je tiens à vous et à Emma plus que je ne l'aurais cru, plus que c'est probablement sage, et je protège ce à quoi je tiens. » La déclaration simple plana entre eux, chargée d'implications non dites. Pendant un instant, aucun ne bougea. Seul le rythme régulier de la pluie contre les fenêtres. Olivia brisa le silence la première. « Je ne peux pas être un autre projet à réparer pour vous, Jack. Un autre problème à résoudre avec vos ressources et vos relations. Les relations ne fonctionnent pas comme ça. C'est ce que nous avons, une relation ?» demanda doucement Jack. Avant qu'Olivia ne puisse répondre, son téléphone sonna. Le numéro de Scott illumina l'écran. Avec un soupir résigné, elle répondit en haut-parleur. « Scott, ce n'est pas le moment. Le temps, je n'en ai pas, Liv, » répondit Scott, la voix tendue de panique. « Mes créanciers ne sont pas patients. Tu as parlé à ton milliardaire ? » « Je suis là, Taylor, » coupa Jack, la voix tranchante de colère contenue. « Passons les jeux. Qu'est-ce que vous voulez exactement ?» Scott se remit rapidement de la surprise. « Monsieur Morgan, ravi de vous parler enfin directement. Comme je l'expliquais à Olivia, je suis dans une petite difficulté financière temporaire. Rien de grave, juste un problème de trésorerie. Je me disais qu'on pourrait trouver un arrangement. Pour le bien d'Emma, bien sûr. » « Pour le bien d'Emma, » répéta Jack, incrédule,
durcissant le ton. La fille dont vous ignorez, les appels dont vous êtes injoignable en cas d'urgence? C'est Emma-là? Attention, Morgan, avertit Scott. C'est de mon enfant dont vous parlez. Ma chair et mon sang, pas la vôtre. Peu importe le nombre de jouets hors de prix que vous lui achetez. L'expression de Jack s'assombrit, mais Olivia posa une main retenue sur son bras. « Scott, dit-elle fermement, il n'y aura pas d'argent, ni de moi, ni de Jack. Si vous avez des ennuis, cherchez de l'aide, mais ne nous entraînez pas là-dedans. Vous le regretterez, Olivia, siffla Scott. Tous les deux. L'appel s'acheva brutalement, laissant un silence tendu. Il est désespéré, observa Jack. Les désespérés font des erreurs. Olivia s'effondra sur le canapé, le poids de la situation l'écrasant. C'est exactement ce que je craignais. Mon passé qui complique tout. Scott qui cause des problèmes. C'est pour ça que j'ai essayé de vous tenir à distance. Jack s'assit à côté d'elle, assez près pour offrir du réconfort, mais lui laissant de l'espace. Olivia, tout le monde a un passé. Le mien n'est pas aussi impeccable que vous pourriez le croire. La différence, c'est que mes erreurs sont enterrées sous le succès et l'argent. Qu'auriez-vous fait si Scott avait rendu public mon casier? Demanda Olivia en scrutant son visage. Rien, répondit honnêtement Jack. Un délit mineur d'il y a 20 ans ne change pas qui vous êtes aujourd'hui. Une femme remarquable qui élève une fille incroyable contre vents et marées. Si quoi que ce soit, ça rend votre parcours plus impressionnant. La sincérité dans ses yeux brisa quelque chose en Olivia. Une barrière qu'elle avait maintenue, non seulement contre Jack, mais contre la possibilité de refaire confiance à quelqu'un après la trahison de Scott. « J'ai peur, Jack », admit-elle doucement. « Pas de Scott, mais de ça, de nous. Quoi qu'il se passe entre nous, ça n'a pas de sens sur le papier. Nous venons de mondes différents. » Jack prit sa main, son pouce traçant de doux motifs sur sa paume. « Peut-être que c'est pour ça que ça marche. Peut-être que nous avons chacun quelque chose dont l'autre a besoin. » Le moment fut interrompu par un coup à la porte, insistant, lourd. Échangeant des regards inquiets, Jack se plaça protectivement devant Olivia tandis qu'elle allait ouvrir. À travers le judas, Olivia vit 2 officiers de police en uniforme. Le cœur battant, elle ouvrit la porte. « Olivia Taylor ?» demanda l'officière. Quand Olivia hocha la tête, l'officière poursuivit. « Nous sommes ici pour Scott Taylor. Il y a eu un incident. » Les heures suivantes passèrent dans un brouillard. Scott avait été arrêté en tentant de fuir une partie de poker à enjeu élevé après avoir été surpris à tricher. Dans son désespoir, il avait agressé le garde de sécurité qui essayait de le retenir et faisait maintenant face à de graves accusations. Pendant la procédure, il avait nommé Olivia comme contact pour Emma, prétendant que sa fille passait le week-end avec lui. Un mensonge flagrant destiné à créer des problèmes. À l'aube, la crise immédiate était gérée. Les avocats de Jack avaient clarifié la situation de garde, s'assurant que les fausses déclarations de Scott ne déclenchent pas d'intervention inutile des services de protection de l'enfance. Olivia, épuisée mais soulagée, regardait le lever du soleil depuis la fenêtre de sa cuisine, tandis que Jack préparait du café. « Merci, dit-elle calmement, d'être là, d'avoir aidé à naviguer tout ça. » Jack lui tendit une tasse fumante. Toujours. La simple promesse contenait des multitudes. Ils s'assirent dans un silence confortable, les événements de la nuit ayant forgé une nouvelle compréhension entre eux. « Que se passe-t-il maintenant ?» demanda enfin Olivia. « Avec Scott ? Il fera face à des accusations, mais mon équipe juridique veillera à ce que son affaire n'éclabousse pas vous ou Emma, assura Jack. « Pas avec Scott, » précisa Olivia. « Avec nous. » Jack réfléchit soigneusement à la question. « Ça dépend de ce que vous voulez, Olivia. Je sais ce que je veux, » le pressa-t-elle. « C'est-à-dire, plus de matins comme celui-ci, » dit-il simplement. « Plus de dîners de pancakes avec Emma, plus de vous. » Il hésita, puis ajouta « J'ai bâti un empire de technologie et de finance. Mais il a fallu un mauvais numéro à 2 heures du matin pour me montrer ce qui me manquait. Vous et Emma m'avez donné quelque chose dont je ne savais même pas avoir besoin. Une connexion qui compte plus que n'importe quel accord commercial.
Olivia posa son café et s'approcha de lui. « Ce ne sera pas facile. Nos vies sont complètement différentes. »« Étaient différentes, » corrigea Jack. « Elles sont déjà entremêlées maintenant, que nous l'ayons prévu ou non. »« Les gens parleront, » avertit Olivia. « Ils diront que je suis après votre argent, que vous traversez une crise de la quarantaine. » Jack rit doucement. « Qu'ils parlent. Nous connaissons la vérité. » Tandis que la lumière du matin inondait la petite cuisine, la voix ensommeillée d'Emma appela depuis le couloir. « Maman, il y a quelqu'un ?» Elle apparut dans l'encadrement de la porte, les cheveux ébouriffés par le sommeil, puis afficha un large sourire. « Jack, tu es revenu !» Elle se jeta dans ses bras avec une confiance totale, et Jack la rattrapa facilement, le geste désormais familier et précieux. Par-dessus la tête d'Emma, ses yeux rencontrèrent ceux d'Olivia, une question muette dans le regard. « Oui », dit doucement Olivia, répondant à la fois à l'observation d'Emma et à la requête silencieuse de Jack. « Il est revenu, et je pense qu'il pourrait rester un moment. » 6 mois plus tard, Olivia se tenait sur le balcon d'une maison en bord de mer à Cape Cod, regardant Jack et Emma construire un château de sable élaboré au bord de l'eau. Le soleil printanier faisait scintiller la bague de fiançailles à son doigt. Modeste selon les standards de Jack, mais parfaite selon les siens. Un symbole de l'équilibre qu'ils avaient trouvé entre leurs mondes. Le chemin n'avait pas été sans heurts. Les problèmes judiciaires de Scott s'étaient soldés par un accord amiable, Jack s'assurant discrètement qu'Emma puisse maintenir un contact avec son père via des visites supervisées pendant qu'il recevait l'aide nécessaire pour son addiction au jeu. Olivia excellait chez Monetize Now, obtenant une promotion au mérite seul, réduisant au silence les critiques qui supposaient du népotisme. Ils avaient affronté l'examen des médias quand leur relation était devenue publique, mais la nouveauté s'était estompée quand il était devenu clair que ce n'était pas un caprice passager pour aucun d'eux. Ils avaient choisi ce terrain d'entente. Ni l'appartement d'Olivia, ni le penthouse de Jack, mais une nouvelle maison qui leur appartenait à tous les deux, où la collection de pierres d'Emma trônait fièrement aux côtés des livres rares de Jack. Jack leva les yeux du château de sable, surprenant Olivia en train de les observer. Son sourire, le vrai, celui qui atteignait ses yeux, pas la version polie qu'il réservait aux associés, faisait toujours bondir son cœur. Il murmura quelque chose à Emma, qui gloussa et hocha la tête avec enthousiasme. Tandis qu'ils revenaient vers la maison, couverts de sable et riant, Olivia pensa à l'étrange alchimie du hasard et du choix qui les avait réunis. Un mauvais numéro à 2 heures du matin, une décision de répondre à l'appel d'une enfant, un « rester » murmuré qui avait tout changé. Jack la rejoignit, enroulant ses bras sableux autour de sa taille. Emma a déclaré le château de sable terminé et exige maintenant une glace pour célébrer. « Ah bon ?» sourit Olivia en se laissant aller dans son étreinte. « Elle est très persuasive », répondit solennellement Jack. « Doit tenir ça de sa mère. » Emma tira sur leurs 2 mains. « On peut avoir de la glace et ensuite appeler mamie et papy pour leur montrer notre château avant que la marée l'emporte ?» Les parents de Jack, initialement sceptiques face à la relation inattendue de leur fils, s'étaient peu à peu réchauffés à Olivia et étaient complètement charmés par Emma, qui les considérait désormais comme des grands-parents. Bonus. Absolument, accepta Jack en échangeant un regard amusé avec Olivia. La famille d'abord, ensuite la glace. Tandis qu'ils marchaient main dans la main vers la maison, Olivia s'émerveilla de la facilité avec laquelle Jack l'avait dit. Famille, un mot qu'il n'employait pas à la légère, et qui désormais les englobait tous les 3. Une famille forgée non par le sang ou l'obligation, mais par l'élément le plus rare, un choix fait nuit après nuit, de rester quand il aurait été plus facile de partir. Un mauvais numéro qui s'était révélé exactement le bon. Que pensez-vous de cette histoire? Partagez votre avis dans les commentaires. Sur une échelle de 0 à 10, comment noteriez-vous cette histoire? Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour suivre toutes nos histoires. Et n'oubliez pas de découvrir d'autres histoires émouvantes en cliquant ici sur l'écran de fin.